Donc, je vous propose de démarrer. D'abord, bonjour à toutes et à tous. On est ravis et toute l'équipe qui organise ces conversations digitales est ravie de vous retrouver pour le 7e opus. Et on aura des conversations qui seront fidèles au modèle original qui avait été un peu perturbé par le dernier où on avait la ministre, où évidemment les questions et les échanges avec nos experts n'avait pas pu se faire comme on le faisait d'habitude. Donc là, on retrouve une formule originale où à la fois on a aujourd'hui, cet après-midi, 3 intervenants. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Karima Sylvain, qui est la DGRH du groupe AXA, Pierre Dehénin, qui est DGA en charge des RH au sein d'Engie, et puis Rémi Boyer, qui est le DGRH du groupe Corian. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On va parler cet après-midi d'un sujet qui nous occupe là, au moment où on se parle. C'est le plan d'action RH pour accompagner la performance économique et sociale dans l'après-Covid, et notamment dans cette période de déconfinement, avec nos experts qui sont fidèles, hein, qui ont été avec nous lors du premier opus. Je pense à Aymeric Sorel, donc, qui est le avocat associé au cabinet Actance. Je pense bien évidemment à Jean-Dominique Simon-Poli, qui est le directeur général de l'association Dialogue. Et je pense à Marie Bouni, qui est la directrice de la practice performance sociale au sein du cabinet. Voilà, donc ravi de vous accueillir. Sachez que cette émission, en tout cas cet échange est enregistré, donc vous aurez l'occasion de le retrouver et que vous pouvez poser des questions. Et on fera une sélection d'un certain nombre de questions pour que, au travers des différents témoignages et des échanges, soit dans un environnement et dans l'heure et demie qu'on va passer ensemble, pour que ce soit le plus interactif possible. Sophie, la parole est à toi. Merci beaucoup, François. Donc, on va commencer cet échange avec Rémi Boyer. Donc, Rémi Boyer, vous êtes le DRH du groupe Corian. Vous avez ces dernières semaines, elles ont été assez éprouvantes pour votre groupe. Il a fallu faire face à la crise, protéger nos aînés et les plus fragiles. Vos collaborateurs sont ces travailleurs de première ligne et pour lesquels les Français, ils ont applaudi tous les soirs. Et vous dites finalement, nous, on vit un paradoxe, on vit quelque chose qui est très compliqué actuellement. Et est-ce que vous pourriez nous exposer finalement les paradoxes que vous vivez et les chantiers que vous avez en cours? Sophie, bonjour à toutes et à tous. Et puis merci de me donner la parole dans ces conférences LHH. Effectivement, on parle beaucoup de Corian en ce moment et de EHPAD en général. Et je vois que Karima est en ligne, elle connaît bien ce monde-là pour y être passé avant que ça. Bon, c'est vrai que la crise a été éprouvante, bien entendu, parce que il y a eu un double phénomène de crise soudaine, inédite, brutale, avec une prise de conscience qui a dû se faire en quelques jours de la part des autorités publiques, des autorités sanitaires et de tous les acteurs de la chaîne du soin, que nous étions face à une crise sans précédent. Donc c'est vrai que la crise a été, de ce point de vue-là, brutale. Donc c'était un premier effet de surprise, mais pas seulement pour nous, pour tous les Français, tous les secteurs. Et puis elle a été éprouvante sur la durée, puisque presque 3 mois complets avec des pics extrêmement graves et des urgences qui sont très difficiles à gérer, ça a bien sûr renforcé le côté éprouvant de la crise pour les 28 000 collaborateurs de Corian en France, dans les 310 EHPAD et les 90 cliniques. Alors, c'est vrai que pendant cette crise, il a fallu réagir, il a fallu trouver des ressources inédites, parce que certains employés étaient atteints du Covid, donc renvoyés à la maison en quarantaine. Et donc, c'était un premier effort nouveau pour les équipes RH de Corian, c'est de trouver des gens, en plus du flux habituel de remplacement. Donc, sur 3 mois, les équipes RH France ont été capables de trouver 4 500 personnes en plus des 20 000 CDI et des 4 000 CDD. Donc, vous voyez un peu le volume, c'est quand même beaucoup
beaucoup de mouvements dans un contexte qui lui-même est difficile, est inédit. Je crois que tout le monde commence à tirer les leçons de cette crise inédite, aussi bien au niveau des autorités sanitaires que de l'État. Olivier Véran vient d'annoncer, vous savez, hier, le lancement de ce qui s'appelle le Ségur de la santé, donc une très grande consultation sur le soin, la santé en France, et avec quelques grands axes, dont l'attractivité des métiers, l'encadrement, les budgets associés. Donc c'est une consultation qui va durer. Et bien sûr, nous nous réjouissons que le gouvernement tire assez rapidement les leçons de la crise en termes de qualité des soins, de taux d'encadrement, d'accès aux soins, mais aussi de problématiques un peu plus diverses, comme par exemple la complémentarité territoriale entre l'appareil de santé public et l'appareil de santé privé. Alors, effectivement, vous le disiez, Sophie, il y a une sorte de paradoxe. D'un côté, on a des millions et des millions de Français qui, tous les soirs à 20 h, comme dans les autres pays d'Europe d'ailleurs, sortaient sur leur balcon, chantaient, tapaient sur des casseroles, applaudissaient et congratulaient de toutes les manières les équipes soignantes. Et de l'autre, des métiers qui continuent d'avoir une mauvaise image et de ne pas attirer. On en verra tout à l'heure, mais un des grands défis de notre secteur, c'est de trouver des gens et de recruter. Et puis, une fois qu'on les a recrutés, de les garder sur la longue route. Alors, il y a ce paradoxe où ces métiers reviennent soudainement au premier rang des priorités, des métiers de première ligne, que ce soit nous ou nos collègues de la grande distribution ou de l'alimentaire. Et une vraie difficulté de notre secteur, pas seulement Corian, à trouver, à attirer, à garder des gens sur la longue route pour des métiers qui sont perçus comme des métiers de sens, de qualité, des métiers qui engagent forcément des valeurs personnelles et collectives, s'occuper des plus fragiles, s'occuper des plus âgés, s'occuper des plus malades en fin de vie. Alors ce paradoxe, il avait été pointé dans plusieurs rapports récents. Il y avait eu un rapport en fin 2018, le rapport Libaud, sur les métiers du grand âge, qui avait été remis à la ministre de la Santé à l'époque. Et puis un autre rapport qui également a fait parler de lui, c'est le rapport El Khomri sur l'attractivité des métiers et quoi faire pour changer l'image et améliorer les carrières et le développement de ces équipes. Donc voilà ce paradoxe sur lequel il faut travailler. Et je dirais qu'il y a peut-être pour compléter ce point-là, il y a d'un côté un déficit d'image qu'il faut travailler avec l'ensemble des acteurs et bien sûr chaque entreprise, chaque acteur du soin séparément. Et puis, il y a un enjeu collectif qui est clairement de remettre l'accent, de réorienter des flux vers ces métiers qui sont des métiers accessibles, des métiers qui, bien sûr, sont encadrés avec un certain nombre de diplômes d'État, comme les aides-soignantes, les infirmières, mais des métiers qui sont vraiment des métiers utiles et reconnus comme tels. Et donc, c'est tout cet enjeu-là qui va être la problématique du groupe, du groupe Corian, mais aussi des acteurs du secteur dans les mois et années qui viennent. Alors, je terminerai peut-être ce premier point par comment y arriver, en fait. Hein, qu'est-ce qu'on peut activer pour faire en sorte, pour raccorder ce paradoxe d'une bonne image des métiers du soin et d'une moins bonne image, on va dire, des acteurs peut-être du soin et des carrières qu'on peut développer. Alors, il y a quelques grands axes qui sont des axes connus. Il y a bien sûr la pénibilité des métiers, la santé, la sécurité au travail pour ces équipes. Il y a un deuxième axe de travail qui est comment améliorer le contrat social autour de ces métiers. Et ça va être d'ailleurs un des objets du Ségur de la santé, et donc du financement du soin en France et de la capacité collective de financer au bon niveau les taux d'encadrement dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, dans les cliniques. Il y a un axe de travail très important autour de la formation et notamment des formations promotionnelles, ascensionnelles à l'intérieur de l'entreprise pour bâtir des carrières qui sont attractives et qui permettent aux gens de rester. Et puis, il y a un dernier axe sur lequel on peut
passer un peu plus de temps, qui est comment bâtir en fait des partenariats gagnant-gagnant entre des entreprises qui vont devoir se séparer d'équipes ou reconvertir des équipes dans le cadre de transformation collective et des entreprises comme la nôtre qui durablement vont avoir besoin d'effectifs très nombreux. Je donne juste un chiffre pour finir. Aujourd'hui, en France, vous avez, si je prends juste les aides-soignantes, des besoins estimés à hauteur de 20 000 personnes. Si on projette ces besoins dans les 3-4 ans qui viennent, et je parle ici avant même le Ségur de la santé, on est sur des besoins qui sont chiffrés par l'adresse ou par le ministère de la Santé entre 80 000 et 100 000 personnes. Si je sors de France, l'Allemagne vient de faire une étude sur les aides-soignantes. Ils ont chiffré à peu près entre 500 et 600 000 besoins d'aides-soignants dans les 10 ans qui viennent, donc 50 000 par an. Et en ce inclut le core business qui est la maison de retraite médicalisée, mais aussi les cliniques, le domicile, les auxiliaires de vie, etc. Donc c'est un gigantesque gisement de besoins et de ressources qui est devant nous dans les 3 à 5 ans. Et de ce point de vue, nous avons à bâtir une véritable ingénierie de l'emploi qui consiste à aller sourcer différemment, à établir des partenariats avec tous les acteurs de l'emploi pour, au-delà du déficit d'image, redonner la dynamique d'emploi dont le secteur a et aura besoin demain. Donc voilà, pour finir sur la réponse, je dirais que c'est bien de parler des métiers de première ligne et d'applaudir à 20 heures. Je l'ai fait le premier. Mais c'est encore mieux si les Français qui applaudissent, non seulement, comme l'écrivait Laurent Berger dans une tribune il y a quelques jours, soutiennent aussi l'effort du soin via l'effort collectif, et si on arrive collectivement à faire de ce secteur un secteur plus attractif qu'il n'est, en mettant les moyens, bien entendu, mais aussi en redonnant du sens. Enfin, ce sont des métiers du sens, mais en attirant beaucoup plus d'emplois vers notre secteur. Merci beaucoup, Rémi, pour ces éléments, parce que c'est vrai que vous êtes dans une situation qui est vraiment très particulière. On a une question pour vous qui est finalement, quel accompagnement psychologique a été mis en place chez Korian pour vos collaborateurs pendant cette période-là, parce qu'on sait que ça a été très dur. Est-ce qu'il y a des choses très particulières qui ont été mises en place par vos équipes ? Oui, tout à fait. C'est vrai que dans le soin, on est un peu comme les cordonniers. Quand on dit les cordonniers sont des villages chaussés, on a tendance à parfois oublier que les soignants ont besoin aussi de soins eux-mêmes. Il y a eu de très belles initiatives d'ailleurs qui ont été, je les signale au passage, qui ont été faites par la PHP par exemple sur tout un tas d'aides solidaires pour les soignants pendant la crise, et les entreprises qui sont aujourd'hui autour de la LHA, je suis certain, ont très certainement participé avec des initiatives solidaires pour aider les soignants. S'agissant de l'aide psychologique, nous avons en temps normal, je dirais, en temps de paix, une assistance psychologique permanente avec notre partenaire Stimulus, pour ne pas le citer. Bon, là, clairement, il a fallu changer de braquet, même si dans les premiers jours, dans les premières semaines, les premiers jours, la demande ne s'exprimait pas. Donc ça a été une première difficulté, c'est de pousser en quelque sorte, de forcer le management à presque imposer des pauses ou des respirations psychologiques à leurs équipes, ce qui n'est pas évident, hein, parce que quand on est dans le feu, quand on est soignant, et quand on aime son métier, on ne réfléchit pas. Enfin, c'est un peu comme à l'hôpital, dans les services de réanimation, vous n'avez pas demandé à une infirmière réanimatrice d'appeler la psychologue en plein feu. En revanche, c'est vrai qu'il faut permettre cette respiration, parce que quand on rentre chez soi, quand on est fatigué, au bout de plusieurs jours, voire semaines de fatigue liée au Covid, eh bien, on a besoin de parler, de respirer, de s'exprimer. Donc, on a mis en place un système à 3 niveaux. Le niveau 1 étant l'offre de base Stimulus avec une ligne d'écoute qui existe, managériale, une ligne d'écoute pour les soignants. On a renforcé ce dispositif avec un dispositif exceptionnel en s'appuyant d'abord sur nos propres psychologues, en les mettant à disposition des équipes de soignants de manière permanente. Et puis, on a ajouté, grâce à quelques cabinets qu'on a missionnés pour l'occasion, un niveau 2, hein, pour des cas plus compliqués, qui nécessitent une prise de parole plus longue. On a mis ça en place dès le mois de mars. Et puis enfin, on a un troisième niveau qui est encore en cours, qui consiste à mettre en place des groupes de parole
parce qu'il y a bien sûr l'aide psychologique individuelle, mais il y a aussi le collectif. Donc ça, c'est en cours. Il y a plusieurs groupes de parole qui ont démarré en France et on va renforcer cette démarche dans le cadre du retour d'expérience, parce que même si la crise n'est pas tout à fait finie, on commence quand même à voir le bout du tunnel et c'est le bon moment pour s'asseoir, apprendre de la crise et rien de mieux pour cela que des groupes de parole accompagnés par des psychologues professionnels. J'ai une autre question, Rémi, de la part de la salle. Une question qui dit finalement, est-ce que l'enjeu majeur je dirais, des métiers du soin, des métiers du grand âge, est-ce que ce n'est pas un enjeu d'encadrement, un enjeu managérial? On en a parlé aussi quand on a préparé cette table ronde. Vous parliez du taux d'encadrement. Et c'est effectivement des éléments pour lesquels la qualité et notamment l'attractivité de ces métiers peut aussi être revalorisée par un meilleur encadrement. Alors, il y a deux questions dans votre question. Il y a le fameux taux d'encadrement qui, dans la filière du soin en France, telle qu'elle est financée aujourd'hui, dépend des dotations que l'État, via les ARS, alloue aux acteurs publics et privés. Donc, nous vivons, c'est quelque chose d'ailleurs qui n'est pas toujours bien su, bien connu. Le secteur privé lucratif, le secteur associatif non lucratif et le secteur public sont dans la même démarche de dotation de soins qui dépend du profil de soins de nos résidents et de nos patients. Donc, le taux d'encadrement, il dérive directement, pour ce qui concerne le soin, du financement État via les ARS et du financement départemental pour le complément lié à l'animation dans les maisons. Donc, nous avons effectivement des taux d'encadrement qui, si on les compare à d'autres pays européens qui ont pris à bras-le-corps, plutôt que la France, le sujet du grand âge et du vieillissement, sont un peu inférieurs, par exemple, à l'Allemagne. En France, on est sur un taux d'encadrement à 0,6, à 0,60, là où l'Allemagne va être plutôt proche de 80-90, voire des pays comme les Pays-Bas qui sont à 100 ou à 110 de taux d'encadrement. Mais ça vient d'abord d'un choix collectif de financement du grand âge. Et on a entendu Olivier Véran esquisser quelques pistes déjà de financement complémentaire autour d'une loi sur le grand âge qui est attendue depuis maintenant plus de 24 mois et qui a aussi fait l'objet de ce rapport El Khomri dont je parlais tout à l'heure. Alors, si on sort du système de financement public à l'ensemble des acteurs de la chaîne du soin et qu'on vient à l'encadrement, il est clair que la différence de qualité de soins, finalement, au-delà des protocoles, des référentiels qui nous sont imposés par les autorités de santé, ça vient bien sûr du management, et notamment de la qualité de l'encadrement et de l'équipe de management en local. Corian, ça ressemble un peu à un groupe de retail, même si l'activité n'a rien à voir, c'est-à-dire que les 400 sites en France, c'est 400 fois un site avec sa problématique managériale. Le tout dans un cadre de santé et de soins qui est, lui, très déterminé. Donc, la question est très bonne, c'est-à-dire que la différence vient du management. Donc, ça, ce n'est pas à la puissance publique, aux autorités de financement de le faire, c'est bien à nous. Et donc, Corian travaille, comme d'autres acteurs de ce secteur, mais on travaille activement à améliorer le management et les équipes de direction en local, parce qu'on se rend compte qu'en termes de performance managériale, tout simplement, entre un site qui va bien et un site qui va moins bien, la différence vient le plus souvent du management et le moins souvent du soin. Donc ça, c'est un programme auquel nous sommes attelés il y a plusieurs années, avec des programmes de formation pour tous les directeurs d'établissements en France et dans les pays du groupe Corian, de sorte que nous ayons le même socle de formation sur les valeurs, sur c'est quoi être un manager d'EHPAD ou de clinique chez Corian. Donc, vous avez raison, ce sujet-là, il sera déterminant dans le futur, autant que le taux d'encadrement lié au financement du soin. Merci Rémi. Une dernière question. Alors, il y a des commentaires sur le coût de la gestion administrative de la filière du soin, mais je pense qu'on ne va pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui parce que finalement, ce n'est pas tout à fait peut-être de votre
votre ressort. Mais par contre, on a des questions également sur, en termes de formation, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité finalement d'accueillir des gens qui viendraient d'autres métiers chez Corian, de pouvoir générer des reconversions et finalement que ce ne soit pas des métiers d'accueil et de premier choix, mais finalement des métiers de reconversion dans la carrière de quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de formation, vous êtes équipé, vous avez une université, vous avez mis en place des choses, vous avez le projet de renforcer aussi les choses pour pouvoir finalement répondre à ce besoin de ressources que vous avez? Alors ça, c'est un véritable enjeu, un défi de tout le monde et de tout le secteur. On est un secteur qui recrute énormément. Corian, en France, recrute 4500 emplois permanents par an sur un effectif français, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 20 000 CDI et 4 000 CDD, bon, hors domicile, auxiliaire de vie. Donc, on est un peu une sorte de machine à recruter et en plus sur des métiers qui eux-mêmes sont en tension, et en tension depuis longtemps. Et ça ne va pas changer, bien au contraire. Si le Ségur de la santé du gouvernement aboutit, et vous avez bien fait de le rappeler, ce n'est pas mon job, mais ce qu'on entend dire quand même, c'est qu'un des produits de sortie, ça pourrait être des prescriptions de renforcement d'encadrement de soins. Je ne parle pas d'encadrement administratif, bien sûr, dans les maisons de retraite, les cliniques, les hôpitaux publics et peut-être aussi le domicile. Bon. Si on va dans cette direction, ça veut dire que les besoins d'aujourd'hui vont doubler par rapport à aujourd'hui. On a fait une petite projection en France. Nos besoins de ressources à turnover et absentéisme à changer sont de près de 70 000 recrutements dans les 3 à 4 ans qui viennent. C'est gigantesque. Alors, bien sûr, on va me dire, si j'améliore mon turnover, si je le fais baisser, et si j'améliore mon absentéisme, j'aurai moins besoin de recruter. Oui. Mais néanmoins, il va y avoir des besoins qui sont tout simplement tirés par les besoins démographiques de la population. Tout le monde sait que dans les 10 ans, 15 ans qui viennent, la part des plus de 75 ans et à l'intérieur de cette population, la part des plus de 85 ans va doubler, voire tripler. Donc, la nécessité des ressources qui aujourd'hui ne sont pas sur le marché. J'ajoute à cela qu'on est tous concurrents. L'hôpital public va avoir besoin de plus de monde. Des EHPAD privés de concurrents vont aussi avoir besoin de beaucoup de gens. Donc, on est sur 3-4 métiers, pas tellement plus, qui sont durablement en tension. Bon, je vais commencer par les médecins. Clairement, on ne trouve pas de médecins, c'est extrêmement difficile, notamment des médecins spécialistes. Je continue par les infirmières, qui, heureusement, les quotas ont sauté et le concours également. Mais enfin, c'est un besoin durable et partout dans tous les secteurs du soin en France. Je continue avec les aides-soignantes, qui sont quand même le gros des troupes dans le domaine du soin. Là aussi, des besoins gigantesques dans les 10 ans qui viennent dans tous les domaines de l'accompagnement des personnes vulnérables, pas seulement des personnes âgées. Et puis, je continue sur les métiers du support de tous ces établissements, c'est-à-dire les cuisiniers, les agents de service, etc., etc. Donc, on est un secteur qui recrute et qui va recruter, avec des postes vacants partout, dans un contexte très concurrentiel. Alors, on est aidé par des réformes qui ont démarré sous l'impulsion du rapport El Khomri, notamment par exemple le fait qu'on a levé les quotas et surtout les concours. Par exemple, le concours d'aide-soignante qui était complètement passéiste, avec 2 concours par an, très rigide. Voilà, tout ça, c'est en train de sauter. Pour la première fois, on va pouvoir accélérer le sourcing des aides-soignantes par ce biais. Bon, mais vous voyez, c'est un peu des mesures de déblocage. En fait, elles ne sont pas du tout adaptées au volume qui nous attend. Donc pour ça, il y a 3 pistes. La première, c'est de renforcer l'apprentissage. Le secteur du soin en France, curieusement, par rapport à d'autres, est un secteur qui a été historiquement délaissé de l'apprentissage. Pour vous donner un chiffre qui fait un peu peur, aujourd'hui, il y a 600 apprentis par an aides-soignantes en France, sur un besoin de 20 000. Bon, ça vous donne une image de l'échelle. Donc, il faut absolument que cette filière et la branche en premier lieu s'empare du sujet de l'apprentissage et développe l'apprentissage comme pré-recrutement. Deuxième levier, c'est bien sûr sourcer différemment.
même s'il y a des concours à passer, et que ce sera toujours des diplômes encadrés par l'État, et c'est bien normal, comme les aides-soignantes et les apprentis, il faut trouver des moyens d'innover en termes de sourcing. On va chercher des populations qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher, que ce soit des gens éloignés de l'emploi, mais aussi des gens qui ne sont pas, disons, nativement ou familièrement proches du monde du soin. Et c'est là que j'en viens à la troisième filière qui, à mon avis, est intéressante à développer, qui est ambitieuse parce qu'elle est difficile à mettre en place, mais qui est intéressante, c'est d'aller chercher des gens qui sont éloignés de l'univers Corian et de la sphère du soin, qui vont être dans des plans de transformation, dans des plans de restructuration dans les mois qui viennent. Et grâce à toute une chaîne de formation, et on a aujourd'hui de beaux outils pour faire ça, que ce soit de la VAE classique, de la VAE hybride, de la VAE inversée, des POE avec Pôle emploi. On a des bons outils pour faire ça. Et donc, articuler de manière beaucoup plus, j'ai envie de dire, professionnelle et moins artisanale qu'on l'a fait dans le passé, des volumes d'emploi d'un côté et des besoins d'emploi de l'autre. Une bonne vieille GPEC à l'ancienne, mais réactivée avec les moyens d'aujourd'hui. Voilà, donc ces trois leviers qui sont là. Et sur les territoires. Pardon ? Et sur les territoires. Et sur les territoires où c'est encore plus compliqué. Mais de toute façon, je ne suis pas en train de me plaindre. On a la chance d'être sur un secteur en croissance, là où beaucoup d'industries souffrent aujourd'hui. On a la chance d'être sur des métiers non délocalisables, de proximité, qui ont beaucoup de sens pour les personnes qui le font et pour les ressources humaines aussi. Donc, on est quand même sur des métiers porteurs, même si l'image n'est pas très bonne. Et donc, moi, je vois ça comme une chance dans les 5 ans qui viennent, hein, de monter des filières originales, nouvelles, de sourcing, avec tous les outils que la loi orientation permet de faire, pour bâtir quelque chose de plus pérenne, de plus solide en termes de recrutement et de flux de sourcing. Merci beaucoup, Rémi. Je pense qu'on a compris l'esprit et c'est vrai que nous, on réfléchit aussi à ces sujets-là et avec vous pour faciliter ces reconversions et ces passerelles finalement pour les collaborateurs et aller au-delà. On va passer la parole à Karima. Karima Sivent, vous êtes la DRH du AXA. On sait qu'AXA est un groupe qui est très avancé, toujours très innovant en termes de dispositifs et de politique RH. Aujourd'hui, les premiers éléments de cette période qu'on vient de vivre qui impacteront durablement finalement les modalités de travail chez AXA et finalement, comment est-ce que vous allez revoir vos modalités de travail? Bonjour à tous. Merci Sophie. Alors juste d'abord quelques mots aussi pour saluer Rémi et puis saluer tous ces métiers soignants et d'aide-soignante en particulier dont on vient de parler. Moi, j'ai passé 5 ans chez Corian et 10 ans au total dans le secteur de la santé et quelques années plus tard, lorsque j'entends parler effectivement de ces sujets de pénurie, de difficultés d'attractivité, je me dis effectivement qu'on a une occasion sans doute formidable de revaloriser ces métiers-là et l'engagement des personnes qui y travaillent. Alors, chez AXA, je dirais, quand je regarde parmi les leçons de la crise, et puis il y en a de nombreuses, l'une des dimensions sur laquelle on travaille pour l'avenir, c'est vraiment le sujet je dirais, du télétravail, hein, comme beaucoup. On a, nous, une base de départ qui est qu'avant la crise, dans le monde, on était à peu près à 40% de télétravail de manière globale et à 60% en particulier en France, un peu plus de 50% dans les pays européens. Et ça depuis, et on a grandi dans le domaine du télétravail depuis 2012, où on a progressivement mis en place cette modalité de travail. Et là, depuis, je dirais, mi-mars, on a 100% de nos salariés dans le monde qui ont été, je dirais, de manière forcée en confinement et en télétravail. Et je pense qu'il y a des grandes leçons à tirer de ça. Je ne fais pas partie des personnes qui pensent qu'on peut mettre toute une entreprise sans bureau et qu'on peut faire du télétravail à temps plein. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que des équipes, c'est fait pour être ensemble et pour travailler ensemble.
En revanche, je pense qu'on peut l'étendre et c'est un peu la dynamique que nous engageons. Nous sommes en moyenne, comme je le disais, à 40%, 60% en France et environ 1 à 2 jours par semaine. Et donc, les réflexions qu'on a actuellement, c'est comment progressivement, dans les pays où on est moins couvert, je dirais, grandir dans le domaine du télétravail, mais en l'adaptant toujours entre un travail hybride, comme je l'appelle, c'est-à-dire moitié en télétravail, mais moitié aussi dans les bureaux. Ça veut dire reconfigurer totalement les espaces pour qu'il y ait plus d'espaces collectifs, mais aussi, et c'est une chose qui est très importante pour moi, assurer que la culture de l'entreprise, assurer que les modalités de management, les bonnes pratiques de management soient en place, parce que nous l'avons bien vu au travers je dirais de la crise que nous venons de vivre. En tout cas, chez nous, là où ça a le mieux marché, c'est au fond et on a mis beaucoup de dispositifs en place au début de la crise dans les pays où il n'y avait pas de télétravail préalable pour, je dirais, former les personnes. Et bien là où ça a le mieux marché, c'est quand les pratiques de management, faire un meeting le matin, réguler les réunions, ne pas en faire trop, les timer, donc l'organisation du temps, pour s'assurer qu'au fond, il n'y ait pas une charge mentale excessive et aussi qu'il y ait des moments informels dans la journée. Donc, je dirais, pour nous, c'est une réflexion assez profonde qui va effectivement de l'organisation de locaux, mais aussi plus fondamentalement de la culture de l'entreprise. Et donc, effectivement, dans les années qui viennent, continuer le déploiement qu'on avait démarré de manière plus homogène et en investissant, je dirais, très fondamentalement sur le management et sur la formation des équipes, sur la gestion du temps, sur l'écoute à l'intérieur des équipes. Et puis l'autre dimension, parce que Rémi parlait tout à l'heure, et c'est une question que Sophie, vous lui avez posée, parlait tout à l'heure de santé psychologique et d'accompagnement psychologique. Nous, dans le cadre de la crise, on a renforcé l'accompagnement également psychologique de nos équipes partout dans le monde. Et on voit bien que le télétravail, ça a des bienfaits extrêmement importants sur la confiance, la qualité du management, la délégation. Et c'est là-dessus qu'on va continuer à former. Mais également, il faut s'assurer de ces éléments sur la santé psychologique et de la qualité, je dirais, du travail qui est mené. Et donc, nous, on a renforcé à la fois la formation sur comment justement déconnecter les pauses, mais aussi l'accompagnement au travers des plateformes également d'assistance psychologique. Vous m'avez parlé aussi d'un impact particulier pour les femmes finalement dans cette période et notamment au niveau du télétravail. Alors, c'est un impact. Moi, j'ai été frappée parce que j'ai fait comme beaucoup de réunions avec les équipes pendant toute cette période. Et en fait, encore une fois, jusqu'à présent, on avait un travail hybride dans beaucoup d'entités, 2 jours en télétravail ou 1 jour en télétravail et le reste au bureau. Et là, le passage, je dirais, en confinement total, l'un des feedbacks que j'ai eu des équipes, c'est sur la diversité. C'est le fait que dans certaines de nos équipes où la diversité de genre, hommes-femmes, était à l'avantage des hommes, eh bien, dans les réunions sur Teams, puisque nous, on n'utilise pas Zoom, on utilise Teams, eh bien, parfois, c'était les hommes qui dominaient la parole. Et donc, et fondamentalement, nous, on a été amenés beaucoup à réfléchir sur le sujet de l'écoute, parce que toutes ces journées, je dirais, en visioconférence, la grande question, c'est la concentration et l'écoute. Et donc, comment s'assurer qu'il y a un équilibre de parole, qu'on peut solliciter les personnes qui, naturellement, je dirais, ne rentrent pas directement dans la discussion ou ne prennent pas naturellement le micro. Ce sont des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé s'agissant de la diversité, mais je pense que ça prend une dimension encore plus importante lorsqu'on est en virtuel. Voilà. Et donc, dans le cadre, je dirais, de l'accompagnement culturel au télétravail, c'est une dimension sur laquelle on va continuer à travailler. Et pour ma part, c'est une des leçons, je dirais, de cette période sur laquelle je souhaiterais que dans l'entreprise, on ait un appui plus important ou un renforcement des formations que l'on a sur comment gérer les meetings en distance et en termes de leadership, comment être sûr
qu'en termes de diversité, on donne suffisamment la parole à des personnes qui, soit en termes de genre, mais aussi en termes culturels, peuvent avoir plus, je dirais, de difficultés à être les premiers à s'exprimer avec ce type d'outils ou bien à demander la parole avec ce type d'outils. Très bien. Vous, dans les sujets qu'on a abordés, vous m'avez évoqué également la nécessité d'accélérer la transformation de vos métiers et notamment leur digitalisation. Et ça avec des impacts forcément sur les compétences de vos collaborateurs, sur l'organisation de votre travail. Comment est-ce que vous allez gérer ça dans les mois qui viennent? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact finalement sur votre action en tant que DRH? Alors, je pense, bon, l'un des grands constats pour tous les secteurs d'activité, c'est que le digital, on le savait, mais je dirais que c'est encore plus visible aujourd'hui, est incontournable. Je pense qu'il est incontournable en interne dans la manière dont on gère les ressources humaines sur l'ensemble des process RH. On le savait, on en a parlé depuis un certain nombre d'années, mais là, on le voit encore plus à grande échelle. Si on a été capable de faire du télétravail, de former à distance, c'est parce que pendant des années, on a investi sur ce type de plateforme. Donc ça, c'est pour moi un premier renseignement qui est de dire qu'il faut accélérer et au fond ne plus trop se poser ce type de questions. Ensuite, effectivement, s'agissant des impacts sur les métiers, ça veut dire renforcer l'appui, la formation et la reconversion. Je pense que on a en France en particulier, avec la réforme de la formation professionnelle, on a pas mal de leviers et d'atouts. Je pense que travailler sur l'employabilité, on voit, je dirais, la crise qui est devant nous dans certains secteurs d'activité, mais pour des secteurs, pour tous les secteurs, qu'ils soient ou non impactés par la crise, ça devient encore plus primordial d'assurer l'employabilité des collaborateurs et de les former sur l'ensemble, je dirais, que ce soit sur le digital, mais aussi sur l'ensemble des expertises et d'utiliser, je dirais, les modalités hybrides. Et c'est là-dessus que nous investissons de plus en plus entre comment on utilise les plateformes de formation qui représentent chez nous environ 20%. 20% de la formation utilise le digital chez nous. Et bien comment utiliser un bon mix entre ces formations qui sont en ligne et je dirais les formations en face à face qu'on a été amené à réduire pendant la crise, qu'on va réduire beaucoup aussi dans les prochains 6 mois parce que les problématiques de distance sociale, de distance physique sont importantes. Mais réfléchir à la modularité de ces formations et à la manière d'accompagner l'employabilité des collaborateurs, pour nous, c'est extrêmement important parce que la mobilité interne va augmenter. Donc ça, on a déjà commencé à travailler dessus ces dernières années, mais on voit que dans les prochaines années, elle va encore plus augmenter parce qu'on va avoir une transformation plus forte de nos métiers avec une automatisation dans certains secteurs d'activité, que ce soit qu'on avait déjà démarré sur la gestion, par exemple, des contrats en assurance ou des éléments de cette nature-là. Je ne vous entends pas. Tu es sur mute, Sophie. Excusez-moi. Je disais que vous vous êtes engagé comme Danone et Adecco dans un collectif d'entreprises en début d'année pour une économie qui soit plus inclusive. Comment est-ce que vous allez traduire cela en termes RH dans les mois qui viennent? Alors, il y a beaucoup d'entreprises, il y a 35 entreprises dans ce collectif. Et d'ailleurs, Pierre Dehenin, qui est juste après moi, fait partie aussi de ce collectif-là. Tout à fait. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que à l'avenir, il faut des coalitions d'entreprises comme ça. On a beaucoup parlé lors de notre entretien préalable, Sophie, sur, au fond, la solidarité interentreprise pendant la crise. Moi, j'y crois fondamentalement. Rémi parlait de reconversion professionnelle d'un secteur vers des secteurs qui recrutent comme celui ceux de la santé et des maisons de retraite. Donc, je crois, moi, au pouvoir des coalitions d'entreprises et je pense que nous, RH, on a un rôle à jouer dans ces coalitions d'entreprises. Alors, effectivement, depuis 1 an, il y a ce collectif pour une économie plus inclusive, 35 entreprises, avec pas mal d'engagement sur les volets emploi, également sur le volet des achats inclusifs et d'autres dimensions. Et effectivement, en RH, on a fait bouger les choses. Je pense notamment à l'apprentissage.
qui est un domaine sur lequel, au total, les entreprises de ce collectif ont pris des engagements pour 2019 de près de 70 000 apprentis. Nous-mêmes, on a cette année pris un engagement de 1800 apprentis en France. Et je pense que le pouvoir d'un collectif comme ça, c'est de s'assurer qu'au travers de cette crise, effectivement, on puisse maintenir nos engagements. Vous avez sans doute vu aussi je dirais, un appel du MEDEF, et c'est dommage qu'Antoine n'ait pas été avec nous parce que c'était l'une des questions que je voulais lui poser, qui était de lui demander un peu les plans ou les projets du gouvernement s'agissant de l'apprentissage. Mais ma conviction, c'est qu'il faut absolument que entreprises et États fassent en sorte que sur l'apprentissage, les choses ne se dégonflent pas, hein, et qu'au contraire, je dirais, au travers de cette crise, on maintienne cette dynamique sur l'apprentissage et aussi sur l'emploi des jeunes. J'ai vu que, je crois, un de mes camarades, Jean-François Conant, est en ligne chez ADECO, et lui et moi, nous sommes au conseil d'administration d'un établissement qui s'appelle l'EPID, qui s'occupe de l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Et moi, ma grande crainte, hein, au travers de la crise qui vient, c'est vraiment celle des personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc oui, en tant que DRH, on a un rôle à jouer. Les coalitions d'entreprises sont une des voies, pas le seul, mais une des voies pour, je dirais, aller plus près des territoires, je dirais la politique de la ville, les quartiers prioritaires. Et au-delà des actions de recrutement et des actions RH, je pense qu'on a un rôle à jouer. Je parlais tout à l'heure, par exemple, des dispositifs d'achat. On peut influencer les achats solidaires dans nos entreprises. On peut orienter certains éléments s'agissant des achats, par exemple, sur les délais de paiement qui peuvent faciliter la vie des entreprises. Donc, en se mettant ensemble, on a un tissu, un maillage de proximité qui peut in fine sauver des emplois, même si l'action n'est pas immédiatement RH. Donc, je pense qu'en tant que DRH, on a cette responsabilité-là que de veiller là où nous sommes un peu à la prise en compte de toutes ces dimensions sociales et sociétales au sens large. Merci beaucoup. Marie, je crois que tu avais une question pour Karima sur le sujet du télétravail. Oui, bonjour. Donc, vous avez une organisation particulièrement mature en termes de télétravail qui n'est pas forcément représentative, hein, des autres structures. Vous évoquiez un taux de 60% de télétravailleurs chez vous contre à peu près 25% au plus gros pic du Covid. Est-ce que, donc il y a eu quand même, avec la période de pandémie et de confinement, une augmentation de vos effectifs qui sont passés en télétravail et donc forcément une augmentation du nombre de jours. Est-ce que selon vous, cela a pu générer des attentes très fortes? Donc, vous évoquiez un télétravail de 1 à 2 jours précédemment par semaine. La question du mix qui a été posée d'ailleurs par un des participants, le bon mix entre télétravail et présentiel qui est forcément lié à l'historique de l'entreprise et à sa culture, mais chez vous et au regard des besoins organisationnels et des attentes des collaborateurs, vous aujourd'hui, le bon mix entre télétravail et présentiel ou tiers-lieu d'ailleurs, est-ce qu'il a beaucoup évolué par rapport à ce que vous avez pu voir en termes de poursuite d'activité, de productivité et d'attente de vos collaborateurs? Alors, vraiment, c'est une très bonne question et c'est la question à laquelle on est en train de réfléchir. On est passé, comme je vous l'ai dit, de 60% à 100% quasiment sur AXA France lors du confinement. Et dans certains pays, on est passé de 10%, les pays qui étaient les plus éloignés, de 10% à 100%. Ça a été le cas en Chine, par exemple, au Brésil, au Mexique. Donc voilà, donc il y a eu des pays dans lesquels on a vraiment fait, je dirais, une bascule très, très importante. On est en train de mesurer ce que pensent nos collaborateurs de la question. Au fond, et on l'a déjà fait dans certains pays, et dans environ 3 semaines, on va faire, je dirais, un pulse global sur 120 000 collaborateurs dans le monde pour leur demander, au fond, est-ce qu'ils souhaitent télétravailler plus par rapport, puisque le point de départ n'est pas le même partout. Dans certains pays où nous l'avons fait, ça a été le cas de l'Espagne, par exemple, on a fait un sondage il y a quelques jours. On a une grande majorité des collaborateurs qui souhaitent aller au-delà de 2 jours de télétravail par semaine. Voilà, donc, et l'Espagne était déjà en moyenne un peu plus à une journée et demie par semaine. Donc nous, on a, dans la réflexion sur le bon mix,
et aussi en prenant appui sur l'expérience qu'on a, puisque comme je vous l'ai dit, moi j'étais DRH d'AXA France en 2016, au moment où on est passé de 12% de télétravailleurs à 40% de télétravailleurs. Donc j'ai vu et j'ai accompagné, je dirais, cette transition-là. Il faut l'accompagner avec précaution parce que il faut s'assurer qu'il y a des chartes d'équipe, que le collectif existe, que les gens peuvent se réunir. Je ne crois pas. Là, ça a été une période exceptionnelle où on a été confinés pendant 9 semaines, où les habitudes peuvent être différentes. Mais à un moment donné, ça marche parce qu'on se connaît. Moi, je le vois dans mon entreprise. Beaucoup disent le télétravail a marché dans les pays où ça n'existait pas parce qu'on se connaît. À un moment donné, vous avez besoin qu'une équipe, elle se retrouve autour de fondamentaux et une relation humaine commune. Donc, dans la réflexion sur le mix, nous, on intègre ça. Quand on regarde les pays qu'on avait les plus avancés, notamment la Belgique, qui est le premier pays chez nous qui est passé en télétravail total, 70% des collaborateurs en télétravail, y compris dans les centres de relations clients, depuis énormément d'années, on se dit que 2 jours et demi en moyenne, ça semble être quelque chose qui correspond à une réalité à la fois business, mais aussi d'équilibre d'équipe et de maturité culturelle. Donc, encore une fois, on est en train de réfléchir à ça. On va faire ce sondage. Moi, j'attends avec impatience, je dirais début juillet, d'avoir un peu le retour des équipes pour voir. On a aussi, de l'autre côté, et je le prends en compte, des collaborateurs qui ne souhaitent pas télétravailler. Et ça, c'est une réalité parce qu'ils sont dans un environnement de travail qui ne le permet pas, ou tout simplement, ils préfèrent être dans les locaux de l'entreprise. Et donc, il ne faut pas… C'est pour ça que je me méfie des visions extrêmes. On lit tous là, ces éléments sur d'autres entreprises, IBM qui avait mis en place le télétravail et qui est soudainement revenu dessus. Voilà. Donc, moi, je suis assez pragmatique comme personne. Je me dis, on a testé depuis 5 à 7 ans le télétravail, je dirais, entre 1 et 2 jours. On est en train de voir effectivement, donc, pour moi, un système hybride, je dirais moitié-moitié ou 60-40%, est un système qui peut marcher parce qu'il y a des éléments qui sont les réunions d'équipe, la formation. Je parlais des formations digitales, mais je ne crois pas à 100% de formation digitale. Je pense que dans les mécanismes d'intégration, les mécanismes cognitifs, être ensemble, avoir des personnes avec lesquelles on travaille et on se forme, c'est extrêmement important. Et nous, on le voit bien dans les métiers de la vente ou dans d'autres types de métiers. Donc, il y a des processus ou des éléments qu'on ne peut pas totalement digitaliser et sur lesquels la présence ensemble, le vivre ensemble, a quand même une importance fondamentale. Émeric, excusez-moi. Je crois qu'Émeric, tu avais une petite remarque sur ce sujet. Oui, enfin, une remarque qui va articuler avec la problématique opérationnelle et la problématique juridique, c'est qu'on voit effectivement poindre dans beaucoup d'entreprises des demandes fortes des collaborateurs d'accéder à un télétravail et pour certains un télétravail à temps plein. Et il ne faut pas oublier qu'on va aussi avoir, je pense dans certaines entreprises, une difficulté juridique face à cette demande parce que le télétravail hors situation de force majeure et crise sanitaire comme on a traversé ne peut pas être imposé aux salariés. Ça veut dire que dans les réflexions que vont avoir les entreprises, il faudra aussi prendre en compte la nécessité d'avoir l'accord du salarié pour le mettre en situation de télétravail et qu'il ne pourra pas être décidé unilatéralement, par exemple, de mettre l'ensemble des collaborateurs qui seraient en situation de le faire dans cette situation de télétravail, qui est une réflexion qui est un peu sous-jacente dans un certain nombre de groupes et donc il ne faut pas omettre, au-delà de ce qui vient d'être rappelé par Karima, qui me paraît très important sur la collectivité, le maintien de l'équipe, aussi la nécessité d'avoir une acceptation et un choix fait par les collaborateurs. Et donc, ça doit aussi participer, cet élément-là, à la définition de la stratégie qui devra être mise en place dans les entreprises sur le télétravail. Merci, Émeric. Est-ce que, Jean-Dominique, tu avais… Oui, moi j'avais une question à Karima, c'était un peu dans la lignée de ce que vient d'évoquer Émeric, c'est comment réagissent les organisations syndicales à ce développement du télétravail? Parce que une des caractéristiques quand même de leur rôle, c'est d'être en contact avec les salariés au quotidien. Et là, de savoir que les salariés, alors aujourd'hui dans des conditions particulières, mais demain,
ils risquent d'être absents du lieu de travail. Donc, comment les syndicats réagissent, surtout au regard du fait que vous aurez besoin naturellement de signer des accords avec eux pour que le télétravail puisse se développer massivement à l'avenir. Alors, encore une fois, comme on a commencé depuis plusieurs années, on a plusieurs accords de télétravail. Donc, on a, je dirais, une bonne tradition de dialogue social sur ces sujets-là et on a amélioré nos accords au fur et à mesure en prenant en compte l'expérience. Parce et c'est pour ça que je ne crois pas aux mécanismes rapides et brutaux de transition dans ce domaine-là, parce que je pense que l'expérience joue beaucoup sur la manière dont on accompagne. Donc, à ce stade, nous, en dehors de la période de confinement, on est sur les accords de télétravail existants. Hein, et encore une fois, ces accords de télétravail existants, en France ou dans d'autres pays d'Europe, même si ce n'est pas exactement des accords, ils nous ont permis d'être là où on en est, c'est-à-dire à 60% de télétravail en moyenne, en dehors de période de crise, et sachant que là, on amorce un retour progressif au travail. Aujourd'hui, moi, je suis dans les locaux d'AXA, c'est mon premier jour de retour. J'étais en télétravail jusqu'à il y a peu, et on a encore, je dirais, 85% de nos salariés dans le monde, et peut-être 90% en France, qui sont encore en télétravail. Donc, je pense que pour les étapes prochaines, on continuera dans le dialogue qu'on a toujours eu, si on a ajusté certains points et en prenant le feedback des organisations syndicales et aussi des collaborateurs au travers des mécanismes que j'évoquais, de ce qu'on appelle Pulse à l'intérieur de l'entreprise, qui sont des enquêtes collaborateurs qu'on fait de manière régulière et dont on a besoin pour un peu calibrer, mais jamais, enfin, encore une fois, pour nous, 100% de télétravail, on n'ira pas dans ce 100% de télétravail, on ne souhaite pas aller, je dirais, dans cette direction-là que certaines entreprises ont évoquée. Donc, on reste dans la trajectoire qui a été amorcée avec nos accords qui sont déjà existants. Merci beaucoup, Karima. On va passer la parole à Pierre Deninck. Pierre, vous êtes déjà en charge des RH pour le groupe Engie, comme l'a rappelé Karima tout à l'heure. En préparant cette intervention, vous avez souligné quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Vous avez dit finalement, on est dans une évaluation qui est majeure, qui est à considérer pour la fonction RH, parce qu'aujourd'hui, la fonction RH doit s'intégrer de façon beaucoup plus systémique à la vie de l'entreprise. Est-ce que vous pourriez nous développer cette analyse-là et comment elle se traduit finalement chez Engie? Bonjour Sophie, bonjour à toutes et tous. D'abord, en propos liminaire, j'aimerais dire combien je suis aligné avec mes deux collègues, l'un et l'autre, qui m'ont précédé dans cet échange. Je suis fasciné de voir que nous avons tous été, qu'il s'agisse de Rémi ou de Karima, nous avons tous été très engagés sur la gestion de cette crise. Et je m'aperçois que, à la fois, non seulement les problématiques sont assez communes, mais aussi nous avons, à bien des égards, parce que nos réseaux respectifs intérieurs, mais aussi extérieurs de l'entreprise, se sont largement animés et nous avons été, pour beaucoup, en connexion à nombreuses occasions. Je m'aperçois que nous sommes, dans l'ensemble, très alignés, à la fois sur l'analyse de la situation, sur ce que nous pouvons faire et sur ce que nous faisons, effectivement. Et je trouve qu'à cet égard, pour la filière RH et la fonction RH en général, c'est très intéressant. Alors, pour répondre à votre question, Sophie, effectivement, l'idée est la suivante. Pour Engie, donc, j'ai été amené à coordonner, à gérer, à animer le comité de gestion de crise du groupe. Il se décline ensuite en plaques géographiques sur nos différents territoires dans le monde. Et puis, nous avons par ailleurs, et j'y reviendrai dans un instant, aussi constitué des groupes de contribution sur trois thèmes différents, sur lesquels je reviendrai dans un instant. En gérant ce comité, en relayant les feedbacks à la fois au conseil d'administration, à mes collègues du comité exécutif et plus globalement à mes différentes parties prenantes au sein de l'organisation, je le disais à l'instant, le conseil d'administration et les dirigeants, le corps social, les managers, les organisations syndicales, nous avons été sur ce cycle en réalité très en proximité avec nos parties prenantes habituelles, nous DRH.
très en proximité. J'ai jamais autant parlé à mes organisations syndicales, mais j'ai jamais autant parlé non plus aux dirigeants du groupe dans le cadre de séquences sous pharmacie avec Teams ou avec ou Zoom, quel que soit l'outil. Et nous avons été, beaucoup de mes équipiers, beaucoup de mes collègues, beaucoup de managers dans le monde m'ont dit n'avoir jamais été en proximité avec le management du groupe dans ce cycle-ci, dans ces séquences. Ça, c'était notre métier. Nous l'avons pratiqué différemment dans le cadre de la crise parce que beaucoup d'entre nous avons été très engagés sur la gestion de cette crise et avons créé les conditions qui ont permis à nos entreprises, finalement, d'être dans le niveau de résilience dans lequel ils se sont trouvés. Finalement, il fallait maintenir le corps social hors de l'eau dans son appréhension de la crise, dans la gestion du risque sanitaire, mais aussi dans la confiance de nos équipes, dans notre capacité à sortir de la crise pas trop cabossée finalement. Et je voyais l'enquête précédente que vous postiez, consistait à savoir comment nous sortirions. Nous avons tous très majoritairement dit impact très important ou important. Cette crise va laisser des traces pour quelques mois ou quelques années, c'est évident. Mais en complément de la gestion habituelle des parties prenantes qui sont les nôtres quand on est DRH, je me suis aperçu que dans le cadre de cette gestion de crise, beaucoup d'entre nous avons aussi été associés à gérer de nouveaux acteurs. Alors, pour quelques-uns, nous le faisions déjà, mais plus globalement, l'ensemble de la communauté RH a été amené à le faire et l'ensemble de ma communauté chez Engie, en granularité, qu'on soit DRH de BU, DRH d'entité, DRH de région, et leurs équipes respectives ont été associées à gérer deux autres parties prenantes très importantes qui nous ont amenés à réfléchir finalement dans un cadre beaucoup plus large, beaucoup plus en proximité du business et qui fait bouger les lignes de la contribution RH. Ce sont les clients et ce sont les fournisseurs et les sous-traitants. Donc, je l'évoquais tout à l'heure dans le cadre de la gouvernance du groupe Engie. J'ai donc animé le comité de pilotage de gestion de crise. Je l'ai fait pour les plaques géographiques, comme je l'évoquais, mais nous avons aussi trois groupes dédiés. Un sur la sécurisation et la gestion du risque sanitaire pour l'ensemble de notre communauté de salariés. Nous sommes 171 000 dans le monde. Nous avons constitué un deuxième groupe sur la gestion des clients. Il s'agissait à la fois de faire bénéficier à nos clients à chaque fois que nous en avions les capacités et les compétences qui étaient les nôtres, l'expérience qui était les nôtres, mais aussi de profiter de leur propre expérience. Ça, c'est la partie protection et mesures de protection. Nous avons aussi naturellement été amenés à gérer pour nos clients leurs besoins et la gestion en anticipation de leurs besoins. Comprendre ce qu'étaient leurs besoins, leur situation, nous permettait de nous adapter en agilité évidemment à ceci. Et ça a été dans notre responsabilité d'abord approcher dans le cadre des gestes barrières, des protections qui nous permettaient de reprendre nos chantiers, mais ça a été très, très au-delà de ça. Nous avons accompagné des clients, y compris dans les difficultés financières auxquelles ils se trouvaient être confrontés. Et puis un troisième groupe autour des fournisseurs et des sous-traitants, parce que sans nos sous-traitants, nous ne pouvons pas opérer. Je suis chez moi, Karima est au bureau, moi je suis chez moi. Aujourd'hui, je suis un jour par semaine au bureau. J'y ai passé du temps sur la reprise. Nous sommes logés pour le siège du groupe à la Défense. Nous avons 4500 salariés dans les tours. Nous sommes un peu moins de 150 présents tous les jours en ce moment. Je m'aperçois que sans le personnel d'entretien qui est sous-traitant, sans le personnel de gardiennage, nous avons été confrontés à des tentatives d'intrusion nombreuses, très nombreuses pendant le cycle de confinement, curieusement. Heureusement que le personnel de gardiennage se trouvait être présent et en pleine efficacité, mais c'est vrai aussi, bien sûr, pour la restauration et l'ensemble de ceux et celles qui participent à notre confort et la préservation de notre santé, finalement, par les travaux qu'ils opèrent. Tout ceci a été très important. Quant aux fournisseurs, il s'agissait de nous permettre de reprendre notre activité sans être contraints par l'ensemble de l'approvisionnement dont les fournisseurs sont en responsabilité, petits et grands. Et donc, je me suis aperçu que le rôle que nous avions à jouer, que nous pouvions jouer, à la fois dans la relation commerciale pour aider nos clients, mais aussi en termes de protection sanitaire, par exemple, pas que, en termes de mise à disposition de compétences, en termes d'évolution et de gestion du staffing de nos équipes pour nous mettre en situation, là encore, de répondre aux besoins
dans le meilleur niveau de compréhension de nos clients. Et l'interaction que nous avons eue avec nos fournisseurs ou avec nos fournisseurs et nos sous-traitants a été déterminante. Nous avons mis en place un exemple concret. Nous avons mis en place une ligne budgétaire de 300 millions pour aider les petites entreprises qui sont nos fournisseurs à être payées en anticipation très vite pour leur permettre de disposer du cash dont ils ont besoin. Eh bien, c'est un école RH d'une des régions qui, à l'occasion d'un call, me restituait le fait qu'ils avaient été en interaction avec ce fournisseur pour des raisons de mise à disposition de compétences, que le fournisseur lui expliquait que son patron venait de lui dire, une petite entreprise PME d'une centaine de personnes, son patron lui disait qu'il ne passerait peut-être pas la semaine du fait du cash. Ah, et c'est cette idée en l'étirant qui nous a amené à imaginer un dispositif, proposer ça à mes collègues de la direction générale et obtenir une ligne budgétaire qui permettait de payer et donc de disposer du cash nécessaire pour continuer à faire fonctionner ces structures. Donc je me suis aperçu que beaucoup d'entre nous sommes très engagés, très au-delà de la fonction, on contribue de manière très systémique dans l'organisation, au-delà de nos parties prenantes habituelles, sur des missions et des responsabilités qui sont au-delà, encore une fois, du corps social, puisque aujourd'hui, la porosité entre finalement les compétences internes et les compétences externes s'accroissent pour beaucoup, et nous avons à prendre ceci en compte. Je m'aperçois que la gestion de crise aura cet effet bénéfique probablement pour beaucoup d'entre nous, pour les filières ressources humaines, et le positionnement de la fonction RH à proprement parler. C'est dommage naturellement qu'il ait fallu cette crise pour montrer combien notre contribution et notre création de valeur était au-delà du social, elle est aussi économique à travers les actions que nous menons, les initiatives que nous prenons, qu'il s'agisse d'actions de formation, qu'il s'agisse finalement d'organisation de travail. Tout ceci a eu un impact tout à fait important, très au-delà de l'entreprise, avec notre écosystème et le corps social de nos entreprises, mais aussi de nos clients, de nos fournisseurs, de nos sous-traitants. C'est en ce sens que nous avons été, je pense, au cœur du dispositif, très contributeurs sur ce double volet économique, enfin, social évidemment, mais aussi économique. Merci beaucoup Pierre de Henninck. Vous aviez, quand on a préparé cette table ronde, vous aviez également parlé finalement de 3 grands chantiers pour la RH qui vont être à relever pour vraiment contribuer à la performance économique. Donc là, on le voit bien avec ce rôle systémique, mais finalement, au-delà des acteurs, sur les sujets, quelles sont les thématiques finalement qui vont devoir être traitées avec efficacité, je dirais, par les RH sur la période à venir? Alors, nous voyons en tout cas aujourd'hui 3 registres sur lesquels il faudra que nous progressions beaucoup, même si on y a tous déjà beaucoup travaillé ces dernières années. Le premier, c'est le registre des compétences. Ça a déjà été largement évoqué. Et ceci est vrai pour l'ensemble, finalement, des communautés et des catégories de personnel dans nos organisations. C'est tout à fait vrai pour les personnels en télétravail. On évoquait, tout à l'heure, Karima a évoqué les milliers de salariés ou les dizaines de milliers de salariés qui s'étaient trouvés en télétravail chez AXA. Nous avons eu chez Engie 55 000 salariés dans le monde en situation de télétravail en pic. Nous n'y étions pas préparés. Alors, bien sûr, nous avons les solutions technologiques, les outils, très bien, les outils digitaux, ils ont tenu, formidable. Bien sûr, nous avons des accords aussi dans certains pays. Pour autant, la pratique managériale attachée au télétravail est assez inégale. Dans certaines géographies, dans certains périmètres, nous sommes beaucoup encore en command and control, pratique du management. Nous avons été contraints partout, finalement, d'être en délégation. Nos techniciens qui se trouvent chez les clients dans la gestion d'activités critiques, nous gérons près de 400 hôpitaux en France, au sens techno, production d'énergie, mais aussi gestion gestion de l'air, etc. Bon, eh bien, il a fallu que nous soyons en confiance avec nos techniciens sur les sites. Les managers n'étaient plus en proximité. Donc, tout ceci a fait évoluer de manière assez radicale, que ce soit pour les personnels en télétravail, que ce soit pour les personnels sur site, un certain nombre de compétences d'ores et déjà que nous avons été obligés de constater finalement, sans avoir anticipé, sans nous être préparés.
je souhaite que pour mon organisation, on continue à capitaliser sur ceci, à la fois en matière de pratique du leadership et de management, pour être davantage en responsabilisation, en délégation. Je prends souvent cet exemple. Dans beaucoup de nos organisations, nous sommes en contrôle a priori. On contrôle avant même que la tâche se soit déroulée, que l'action se soit conduite, que la mission ait été réalisée. Bien, maintenant, nous allons être finalement en contrôle a posteriori et en gestion, et ça, ceci requiert de faire bouger les compétences en matière de pratique du leadership, mais aussi les compétences dans la gestion des activités pour beaucoup de nos salariés, beaucoup de nos techniciens. Un peu plus de 70% de nos salariés sont des techniciens qui travaillent en fait sur site. Nous allons devoir faire évoluer à la fois les compétences que j'appelle hard et soft. Hard au sens de la connaissance la connaissance technique de l'activité et soft, la façon dont celle-ci s'organise, la façon dont celle-ci se gère et la façon dont ceci se fait en interaction avec un corps de compétences dans une équipe au-delà de la propre responsabilité que j'assume dans l'équipe. Ensuite, donc, la compétence va évoluer, les compétences vont évoluer sur l'ensemble des registres. Et essayons de retenir quelques bénéfices malgré tout à cette crise terrifiante à laquelle nous avons tous été confrontés, ou en tout cas difficile, et quelques enseignements. En tout cas, de ces enseignements, il y aura sans doute à continuer à capitaliser sur les compétences. Ça me paraît tout à fait clair. Un deuxième registre sur lequel nous avions commencé à travailler, mais qui apparaît encore plus fondamental que ce que nous avions en tête précédemment, c'est l'organisation du travail. Je partage tout à fait ce qui a pu être dit précédemment. Karima a évoqué le fait que le télétravail pour tous, c'est quand même probablement une chimère. J'ai le sentiment que lorsque je suis chez moi dans un bureau en télétravail, finalement, c'est pas différent du fait d'être dans un bureau fermé quand je suis au bureau. Or, il y a quelques années, on a fait tomber toutes les cloisons. Pourquoi remettre des murs? Pour des raisons sanitaires? Pas du tout. On va se croiser au restaurant d'entreprise, on va se croiser dans les ascenseurs, on va se croiser dans les couloirs, on va se croiser à de nombreuses occasions dans le hall, dans le parking, on va se croiser partout. Donc, finalement, je crois en effet, comme ce qui a été dit, que le télétravail, c'est certainement une option, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne permet pas dans les mêmes conditions la coopération, la collaboration, la résolution des conflits, finalement la création de ce que nous cherchons tous à développer dans nos fonctions RH, qui est la culture d'entreprise, la culture de co-quelque chose, collaboration, co-création, co-résolution, enfin, tous ces co. Et qu'en effet, lorsque je vais au bureau, c'est comme ça que nous organisons aujourd'hui. J'y vais parce que j'ai des collègues qui s'y trouvent. Je n'y vais pas si je suis seul. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Donc, on y va bien pour se connecter. On y va bien pour, finalement, être dans un réseau, dans une communauté et vivre une expérience collective, finalement. Donc, les organisations de travail vont devoir évoluer pour faciliter, là encore, la montée en autonomie, en compétence et en responsabilité des salariés, mais aussi pour, comment dirais-je, finalement s'adapter à ce dont nous avons fait l'apprentissage, y compris dans le cas du télétravail, dans le fait notamment de trouver une plus grande agilité dans la composition des équipes techniques, en complémentarité des compétences ou dans la capacité dans un format davantage conduite de projet. Le dernier registre qui me paraît assez fondamental, tout ceci est possible, en tout cas est dépendant, est possible que dans certaines conditions et donc se trouve être dépendant de l'engagement des collaborateurs, de l'engagement des salariés, de la culture qui se trouve être la composante, finalement le lien commun à l'ensemble de ces éléments, à la fois compétences, organisation de travail et ressenti, feeling, sentiment des salariés. Nous avons tous été en capacité de tenir dans cette crise. Je suis fasciné, là encore, dans mon organisation, mais dans ce que j'entends dans d'autres organisations. Corian a vécu une crise incroyable et ce qui était dit était franchement spectaculaire. C'est la même chose pour AXA et pour beaucoup d'entreprises avec lesquelles nous partageons. Cette résilience a été possible que parce que notre corps social s'est montré résilient. Je voyais un commentaire d'un salarié tout à l'heure syndicaliste, y compris les organisations syndicales ont été très solidaires, très engagées derrière leur management. On a bien eu quelques crises ici et là, ça peut être un peu tendu parfois, mais pour autant, nous avons été collectivement résilients
parce qu'engagé derrière une cible, un projet, une envie commune finalement. Donc là encore, il me semble que dans nos organisations, la fonction RH va devoir travailler à finalement être dynamique sur cette culture, créer les conditions qui vont permettre le maintien de cet engagement des salariés. Nous avons, comme beaucoup d'autres, 2 fois par mois, nous avons une enquête annuelle d'engagement, nous avons une enquête biannuelle également, nous avons monté des enquêtes mensuelles, bimensuelles. 2 fois par mois, nous avons un mood qui permet partout dans nos BU, dans nos entreprises, d'évaluer le ressenti des salariés sur 5 questions extrêmement courtes et synthétiques. J'ai constaté dans la restitution de ces enquêtes que nos salariés étaient plus engagés dans cette période de crise qu'avant la crise. Alors, c'est connu, hein, il y a un peu de littérature aux États-Unis, ou d'études américaines, en tout cas que j'ai en tête. On parle de crise positive. Pour participer à transformer nos organisations, on crée les conditions de la crise sans être encore en situation de crise. On transforme plus quand on est en situation de crise qu'hors situation de crise, parce que ce sentiment d'urgence, cette cible à délivrer, la sortie de crise, amène le corps social et finalement l'ensemble des acteurs à s'aligner sur ce projet. Pour autant, c'est, c'est dommage qu'il faille une crise pour être en capacité dans ce degré d'engagement. D'autres entreprises le font à travers leur mission, le purpose, hein, comme certains disent, la mission et la stratégie. Je crois que nous avons un rôle tout à fait déterminant et très créateur de valeur quant à créer ce degré d'engagement de nos salariés dans un format qui devient culturel et donc récurrent. Je pense, pour peut-être une première synthèse, cette crise a été très éprouvante pour les DRH, pour tout l'ensemble du corps social, hein, évidemment l'ensemble des entreprises, l'ensemble du pays et l'ensemble des territoires. Très éprouvante pour les DRH qui ont été au front. Je pense que nous avons montré le rôle que nous avions à tenir et la capacité que nous avions à créer de la valeur à la fois économique, sociale et sociétale dans les missions qui sont les nôtres. Et s'il était encore nécessaire de démontrer l'importance de nos rôles, de nos responsabilités dans les organisations, je crains que la crise, en tout cas, y a contribué. Dommage qu'il ait fallu ceci, mais voilà, ceci montre combien nous avons été au cœur de ces dispositifs et nécessaires en bonne intelligence, évidemment, avec l'autre enjeu qui est un enjeu à côté de la gestion de cette crise sanitaire, bien sûr, de la gestion de la crise économique qui va se trouver devant nous. Merci beaucoup, Pierre. Je crois, Marie, que tu avais une question pour Pierre. Oui, parce que dans ce que vous nous avez partagé, il y a quelque chose que j'ai trouvé profondément juste. Et on parle beaucoup du télétravail. Concrètement, pendant la crise au pic, on avait 25% de télétravailleurs parmi les salariés. L'OFCE considère qu'il peut y en avoir 33%. Et il ne faut pas oublier qu'il y a 67% de la population salariée qui n'est pas éligible concrètement au télétravail. Et aujourd'hui, dans la perspective et les attentes vis-à-vis des métiers de première ligne, de ceux qui ont continué à travailler en présentiel, effectivement, agir beaucoup sur le télétravail sans prendre en considération les conditions de travail de ses collaborateurs, sans leur donner éventuellement plus d'autonomie dans la gestion de leurs tâches, risque de creuser l'écart et risque d'avoir un impact sur justement le sentiment d'inéquité au sein des organisations. Donc, dans le point que vous avez relevé, notamment dans ce que vous évoquiez par rapport aux démarches organisationnelles à mettre en place, notamment pour ces collaborateurs qui ne peuvent pas télétravailler, moi, ça me semble vraiment essentiel. Et on évoque des sondages et des groupes de travail pour le télétravail et les REX, mais très largement, je pense que ça doit être aussi ouvert aux populations en présentiel. Donc là-dessus, vous êtes engagé dans des démarches en ce sens pour améliorer l'organisation pour tous, en fait. Alors, peut-être ne le savez-vous pas, mais nous sommes engagés dans un déménagement qui va nous amener à quitter la Tour, donc à la Défense, pour rejoindre un campus que nous sommes en train de construire pour faire de ce campus un campus zéro carbone. Notre métier, c'est zéro carbone. Et donc, une tour, ce n'est pas zéro carbone, ça ne le sera jamais. Donc, les premières questions d'un certain nombre de mes collègues, alors on est un peu nombreux, c'est à la fois une confidence et à la fois on est un peu nombreux pour que ce soit tout à fait en mode confidence. Mais la première question de mes collègues consistait à me dire, Pierre, on a fait une énorme connerie.
Nous avons acheté un terrain, nous le co-construisons avec un partenaire promoteur, on va construire 138 mètres carrés, on sera à 9000. Franchement, peut-être aurions-nous dû faire la moitié, on ferait beaucoup d'économies. On n'a pas besoin de ce site pour y loger nos 9000 salariés à terme à 400 mètres de la Tour, à la Défense. Nous serons sur les Garines Colombes, sur un format campus avec parc. Et la première, bon, ça m'a évidemment mis en tension, puisque c'est un projet que je gère. La première attitude, c'était tension. Je me suis dit, mince, fiche, peut-être vrai, est-ce que nous avons commis une énorme bêtise sur un énorme investissement avec. La deuxième séquence a consisté à dire, comme ça a déjà été dit par les deux intervenants avant moi, que d'abord, il est très prématuré pour dire la façon dont tout ceci va évoluer. Nous n'avons plus de bureau chez Engie, y compris le comité exécutif. Le directeur général du groupe n'a pas de bureau, au même titre que l'ensemble des membres. Le seul qui a un bureau, c'est le président non exécutif, qui a un bureau. Mais partout ailleurs, nous sommes au milieu des équipes, au 24e étage, qui est au milieu de la tour. Et nous ne sommes plus du tout les dirigeants en haut et le petit personnel en bas. Je plaisante ou je caricature, mais ça a été sur des tracts pendant longtemps. C'est plus du tout le format dans lequel nous sommes. Nous avons fait tomber, nous sommes en espace dynamique, nous n'avons plus de bureaux attribués. Là, on va réattribuer des bureaux pour la reprise du travail pour des raisons sanitaires. Pour autant, on ne va pas remettre de cloison. Je suis convaincu que nous allons utiliser différemment nos espaces de travail. Peut-être aurons-nous besoin de moins de bureaux parce qu'il y aura moins de monde au travail, c'est possible. Mais nous ferons entrer nos parties prenantes dans l'entreprise. Le réseau des startups, vous avez travaillé, les universités avec les jeunes qui viendront peut-être participer, à nous aider à conduire des chantiers. Mes collègues de la recherche, mon collègue qui dirige la recherche du groupe est très motivé à ça et à récupérer beaucoup de surface sur des travaux en interaction, en coopération avec notre environnement. C'est vrai aussi pour la ville, les citoyens, etc., etc. Donc je pense que nous n'avons pas encore commencé à inventer finalement ce que sera le local de demain, enfin en tout cas les bureaux de demain. Oui, nous n'aurons pas autant besoin de bureaux ou d'espace pour y loger nos salariés de manière statique, au jour le jour, 5 jours par semaine, ça c'est certain. Pour autant, ça va ouvrir le champ d'une réflexion probablement à la fois stratégique, organisationnelle et culturelle. Ça va requérir des compétences, ça va requérir un accompagnement assez lourd en matière de transformation et d'appropriation. Dernier exemple à cet égard, nous avons réouvert la tour et l'ensemble de nos bureaux en France. Nous avons suivi les recommandations, bien sûr, gouvernementales, télétravail en priorité pour tous ceux et toutes celles qui le peuvent. Nous avons autorisé le retour au bureau pour 2 catégories. La catégorie de celles et ceux qui sont sur des activités critiques pour lesquelles ceci s'impose. Exemple, on a des activités de trading avec des traders sur des activités énergie, donc ça se passe forcément dans un bureau avec des machines un peu complexes. Et puis, des ordinateurs un peu gros, disons. Et puis, nous avons autorisé le retour au bureau pour tous ceux et toutes celles qui se trouvent être en stress chez eux. Parce que, vous le disiez il y a un instant, il y a une inégalité du télétravail qui est incroyable. Quand vous avez un peu d'espace, un grand appartement dans Paris avec des fenêtres sur un parc, ou quand vous êtes sur un petit appartement avec 2 enfants, avec une pièce commune et que vous avez à y opérer votre activité dans ces conditions, ça ne se passe pas à l'identique. Même tous ces jeunes, les jeunes alternants que nous avons chez nous, me le disent très concrètement. Même quand ils peuvent le faire en format télétravail, ou les jeunes hors alternance, quand ils sont sur 25 mètres carrés dans un appartement, dans un studio, jeune couple, ou tout seul d'ailleurs, les conditions de travail ne sont pas exactement ce qu'ils aspirent et ils sont parfois très heureux d'être au travail et en font le choix. Donc là encore, je crois que nos organisations vont devoir s'adapter. Il serait dangereux de généraliser. Je pense que l'avenir des espaces de travail, du télétravail, des organisations reste à inventer. Ça va ouvrir des champs auxquels nous n'avions pas pensé probablement, y compris des choses. Et ça va nous aider à le faire sur le plan culturel en matière de transformation parce qu'on a démontré que nous avions capacité à trouver des solutions à la fois technologiques, digitales et que nous aurons probablement capacité à le faire et dans des formats qui sont différents de ceux que je crois nous tirons en conclusion après 2 mois de confinement. C'est très prématuré. Je pense que nous n'y avons pas mis assez de temps et de réflexion, sachant que nous étions concentrés à gérer cette crise et pas à imaginer les organisations de travail de demain.
Merci beaucoup, Pierre, pour ces éléments, parce que je trouve que c'est très intéressant et ça montre aussi finalement à quel point la fonction RH, c'est une fonction qui est aussi une fonction qui est toute en analyse et qu'elle doit prendre en compte finalement la vie de chacun, les ressentis de chacun et qu'on est dans un exercice qui est quand même extrêmement sensible. J'aurais voulu peut-être, pour terminer, laisser 2 minutes à Aymeric pour qu'il nous fasse un petit point sur l'évolution de l'activité partielle, parce que je pense que c'est un sujet qui peut intéresser les uns et les autres. Et comme nous avons Aymeric sous la main, il peut peut-être nous donner quelques éléments. Oui, Sophie, très rapidement, puisqu'on est à la fin de notre table ronde, mais je pense qu'il y a 2 points d'actualité importants à souligner aujourd'hui sur l'activité partielle. Un premier point dont je pense que vous avez toutes et tous entendu parler, qui est le fait qu'il y a eu un communiqué ministériel hier pour annoncer que 15% du coût de l'allocation d'activité partielle resterait à la charge des entreprises à compter du 1er juin. L'objectif poursuivi par le gouvernement à travers cette prise en charge par l'employeur, au-delà de la réduction des coûts pour l'État naturellement, c'est d'inciter les entreprises à se mettre dans une logique la plus rapide possible de reprise d'activité. Donc, concrètement, le remboursement portera sur 60% du salaire brut versus 70%, à l'exception naturellement des entreprises qui sont concernées par des arrêts d'activité en application d'une disposition législative ou réglementaire. Donc ça, c'est le premier point important à avoir à l'esprit. Et le deuxième point, ce sont des instructions qui sont parues sur les modalités de contrôle du recours à l'activité partielle. Et il va y avoir un contrôle exercé par la Directe extrêmement poussé au sein des entreprises et des groupes pour vérifier, que le recours à l'activité partielle n'a pas été frauduleux, avec des sanctions pénales à la clé, comme la privation d'aide publique. Ou qu'il n'y a pas eu des erreurs. Donc, les directs vont être, et leurs services vont être mandatés pour procéder à ces contrôles, avec un ciblage sur les entreprises les plus consommatrices, donc BTP, services administratifs, conseils, entreprises qui ont eu beaucoup de recours au télétravail pour vérifier qu'en réalité, on n'est pas des salariés qui étaient en activité partielle et qui en réalité exerçaient totalement ou partiellement leur mission pendant cette période-là, avec des moyens de contrôle très rapidement, mais très élargis. Ils vont croiser les systèmes d'information, accès aux relevés téléphoniques, aux boîtes mail, etc. Donc, on va avoir des contrôles très poussés sur ce chantier-là. Donc, on vous invite naturellement à avoir des dossiers parfaitement clairs dans l'hypothèse de contrôle. Et puis, des sanctions qui sont lourdes, des sanctions pénales si la fraude est avérée. Et sur les sanctions de remboursement, on peut avoir un retrait pur et simple de l'autorisation d'activité partielle, avec des conséquences qui en découlent, de remboursement de l'ensemble des allocations et la problématique qui se posera inéluctablement vis-à-vis des collaborateurs, puisque par définition, si le recours à l'activité partielle était illicite, ça posera la question de leur rémunération pendant cette période-là, ou alors sur le fondement des dispositifs de droit civil, du remboursement de l'indu, des indemnités qui ont été trop perçues par les entreprises. Et puis dans ce contrôle deuxième bloc, très rapidement, il y aura également une possibilité de régularisation s'il y a eu, compte tenu de la masse de données qui lui a traité, des erreurs dans les saisies, etc. Donc s'il y a eu des trop perçus par les entreprises, elles devront les rembourser ces erreurs. Et s'il y a eu des moins perçus, elles pourront bénéficier de compléments d'allocation. Voilà, très rapidement, Sophie, pour ces deux évolutions récentes. Merci beaucoup, Aymeric. Peut-être François, tu voulais conclure? Oui, merci Sophie. Après 1h30 d'échange très riche, je vais faire très court. Je vais essayer de retenir une idée par intervention. D'abord, merci Karima, merci Rémi. Merci Pierre. Je sais que vos emplois du temps sont particulièrement chargés de nous consacrer 1h30 de votre temps. C'est vraiment un vrai plaisir, en tout cas, de vous écouter. Qu'est-ce que j'ai retenu? 3 idées. La première, c'est peut-être que Rémi, on va enfin réussir ce serpent de mer qu'est la reconversion professionnelle entre des gens qui
qui perdent leur emploi et des gens et des entreprises qui cherchent désespérément des profils, tout ça sur le même territoire. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, un défi. Et peut-être que cette crise, comme le disait Pierre, il faut aussi voir des éléments. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Et peut-être là, une opportunité. Et je ferai le lien avec ce que Karima a évoqué en termes de coalition d'entreprises. On attend énormément de l'État dans ce pays. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de solutions qui peuvent se faire entre entreprises. C'est d'ailleurs une initiative qu'on a initiée ou qu'on a lancée hier auprès du ministère du Travail et plusieurs entreprises sur des questions de mobilité professionnelle. Donc, pareil, en étant entre entreprises. Et je pense que c'est vraiment là où on peut trouver les solutions. Et puis peut-être, Pierre, moi, j'ai trouvé ton intervention très intéressante sur le rôle du DRH, le fait finalement, peut-être que dans cette crise, il s'est révélé. En tout cas, le fait qu'il devienne davantage stratège, le fait qu'il intervienne dans des écosystèmes, que ce soit internes et externes. Et donc, j'espère que notamment sur un sujet que vous avez tous évoqué, qui concerne l'évolution des compétences, peut-être qu'il sera davantage entendu dans ces COMEX ou dans ces comités de direction, où parfois il n'avait pas le rôle qu'il devait avoir. Merci beaucoup. Je vais finir sur une boutade. Il se trouve que je devais inviter Xavier Chéreau pour parler de télétravail aujourd'hui. Donc, il m'a donné son accord, donc je vous réinviterai peut-être tous dans 15 jours pour que vous puissiez débattre avec lui, parce que j'ai compris que vous aviez des nuances dans vos approches. En tout cas, merci beaucoup. Passez une très bonne journée et puis à très bientôt pour une prochaine conversation digitale.